quelques instants, ce sont les grandes questions à discuter durant les prochaines minutes avec deux de nos chers invités. Mais tout d'abord, je dois vous proposer ce reportage qui va jeter la lumière sur la rencontre effectuée ou la rencontre tenue entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et son homologue palestinien, M. Mahmoud Abbas ici au Caire. Et les deux ont discuté du projet d'initiative de paix, d'initiative bien sûr de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, et comment même la Ligue arabe a fait quelques commentaires, quelques déclarations en ce qui concerne ce projet français visant à relancer le processus de paix entre les deux côtés. Donc un reportage après cela, on se retrouvera. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rencontré samedi le président Abdel Fattah el-Sisi avec lequel il a discuté du conflit israélo-palestinien, mais aussi du projet français de conférence internationale pour relancer l'effort de paix avec les Palestiniens et la tenue de la réunion du groupe d'appui international le 3 juin prochain à Paris avec la participation de l'Égypte. Au cours de la réunion, Abbas a remercié le président el-Sisi et déterminé à incliner l'initiative de paix égyptienne en faveur des Palestiniens. Le 17 mai, le dirigeant égyptien a prononcé un discours télévisé qui comprenait un appel direct aux Palestiniens et aux Israéliens. Le président égyptien a estimé que les deux parties se trouvaient face à une opportunité réelle pour résoudre leur conflit. Il y a une initiative arabe, il y a actuellement une initiative française, il y a des efforts américains. Beaucoup d'efforts sont fournis pour trouver une solution à cette cause, a déclaré Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse au Caire. Mahmoud Abbas a par ailleurs assisté samedi à une réunion extraordinaire de la Ligue arabe au cours de laquelle les chefs des diplomaties arabes ont adopté une résolution soutenant l'initiative française et tous les efforts arabes et internationaux pour des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens. En visite en Israël et dans les territoires palestiniens du 21 au 24 mai, le Premier ministre français Manuel Valls s'était heurté à l'opposition israélienne au projet français de conférence internationale, son homologue Benjamin Netanyahou proposant à la place des discussions bilatérales à Paris. Mais le président de l'autorité palestinienne a rejeté l'offre israélienne, accusant les Israéliens de paralyser les discussions. Nous avons beaucoup essayé avec le gouvernement israélien de faire appliquer des traités signés et de faire respecter nos engagements et les leurs, mais il refuse, a-t-il affirmé samedi. Paris dit vouloir remobiliser la communauté internationale autour d'une solution à deux États à la faveur d'une grande conférence qui aura lieu à l'automne avec les Israéliens, les Palestiniens et les grands acteurs concernés. Pour en jeter les bases, elle doit réunir le 3 juin les chefs de la diplomatie du 22 pays et les représentants des grandes organisations internationales, mais sans les Israéliens et les Palestiniens pour ne pas vouer d'emblée l'effort à l'échec. Le constat français est que les négociations directes israélo-palestiniennes n'ont mené nulle part ces dernières années et que le statu quo menace de dégénérer en une nouvelle escalade. Donc l'escalade des conflits géopolitiques, le terrorisme, les flux de réfugiés compliquent toujours l'environnement économique mondial. C'est ce qu'a déclaré les grands dirigeants de G7 durant leur communiqué final. En fait, les dirigeants de G7 ont montré leur inquiétude sur l'accroissement des risques pour la croissance mondiale et ces mêmes leaders ont souhaité donc l'adoption de mesures plus efficaces et plus équilibrées afin d'atteindre une croissance forte et durable tout en poursuivant les efforts pour maintenir le rapport dette publique PIB sur une trajectoire viable. Donc je dois vous laisser avec plus d'explications avec Dalia Karam. Après cela, c'est le temps des analyses avec l'un des experts économiques les plus remarquables ici en Égypte. Les dirigeants du G7 ont fait vendredi de la croissance mondiale leur priorité absolue sans réellement masquer leurs divergences sur les moyens de la doper et ont mis en garde contre la menace grave que représenterait une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, le Canada et le Japon ont aussi dit leurs préoccupations face à l'aggravation des tensions maritimes en mer de Chine méridionale et orientale et appelé à la solidarité internationale dans la crise des migrants.
L'expansion économique mondiale reste modérée et les risques de croissance faible persistent, ont-ils constaté. Dans ce contexte, une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à l'issue du référendum prévu le 23 juin constituerait une menace grave pour la croissance. Cela renverserait la tendance favorable au développement du commerce et de l'investissement dans le monde ainsi qu'aux emplois qu'il crée, ont-ils averti. Les 7 pays industrialisés n'ont pas vraiment caché leur opposition sur le dopage des différents ingrédients à utiliser ainsi que sur les efforts attendus de chacun. Ils s'étaient opposés pendant leur discussion jeudi et vendredi sur l'équilibre à trouver entre les 3 outils que sont les dépenses publiques, la politique monétaire accommodante et à plus long terme les transformations dans le fonctionnement de l'économie de la société, chacun mettant au premier plan ses propres besoins. En guise de consensus, ils ont dans leur déclaration finale réitéré leur engagement à utiliser l'ensemble des outils disponibles, aussi bien monétaires, budgétaires que structurels, individuellement et collectivement. À l'issue d'un sommet à Ishima, au bord de mer, dans le centre de l'archipel. Sur le plus long terme, les 7 pays ont dit s'engager à faire progresser les réformes structurelles pour stimuler la croissance, la productivité et la production potentielle et de montrer l'exemple en relevant les défis structurels. Une demande répétée maintes fois par l'Allemagne. Les dirigeants des pays du G7 ont fait part de leurs inquiétudes face à l'aggravation des tensions maritimes en mer de Chine méridionale et orientale, appelant au règlement des conflits sans recours à la force. Si aucun nom n'est cité dans la déclaration finale des 7 démocraties industrialisées, l'ombre de la Chine a plané sur leur sommet et le texte semble aviser à une deuxième économie mondiale de plus en plus encline à asseoir son influence en Asie. Leur déclaration ne devrait pas manquer de susciter une réaction peu amène de Pékin qui avait par avance demandé au G7 de ne pas se mêler de ses affaires. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, avait appelé jeudi le G7 à adopter une position claire et dure sur tous les différents territoriaux, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou des mers de Chine méridionale et orientale. Le test de notre crédibilité au G7 est notre capacité à défendre nos valeurs communes, auxquelles il ne suffit pas de croire, avait-il lancé. Concernant la crise ukrainienne, les dirigeants ont affirmé que les sanctions occidentales contre Moscou pourront être levées dès lors que la Russie honorera ses engagements tout en se disant prêt à prendre d'autres mesures afin, si nécessaire, d'augmenter le coût pour les autorités russes de leurs actions. Le G7 a cependant jugé important de maintenir un dialogue avec Moscou. La crise des migrants à laquelle fait face l'Europe est un problème mondial qui doit être traité à l'échelle mondiale, a aussi estimé le G7, dont les membres, selon un responsable japonais, ont eu de vifs échanges à ce sujet. La lutte contre le terrorisme a occupé une bonne partie des discussions, avec notamment l'adoption d'un plan d'action contre son financement préparé par les ministres des Finances et banquiers centraux du G7 quelques jours avant le sommet, à Sendai, dans le nord du Japon. Une session a été consacrée à la protection des patrimoines artistiques contre les attaques. Nous réaffirmons sans ambiguïté que nous sommes déterminés à refuser de verser toute rançon à des terroristes, promet la déclaration finale du G7. LTV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte.
Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, hein, le G7 vient de tenir sa réunion très importante pour l'économie mondiale, et cela au sein du Japon, mais dans le cadre des conflits géopolitiques très importants, dans le cadre d'un phénomène de terrorisme qui s'accroît de plus en plus dans le monde entier. Donc, dans les prochaines minutes, nous avons discuté de tels points très importants avec notre invité qui se trouve aujourd'hui au studio de l'NTV International, Monsieur Roujdi Abdelkader. C'est un expert économique, c'est un négociateur commercial de l'Égypte auprès de l'Union européenne. Bienvenue au studio de NILTV International. Merci à vous. Un des priorités qui est la plus grande dans cette réunion spéciale pour la réunion du G8, c'est la croissance de l'économie égyptienne mondiale. Les experts politiques, ils ont parlé en ce qui concerne une remarque très importante pour les G7 dans le cadre général des conflits géopolitiques et la croissance du phénomène du terrorisme et également la réduction de la croissance mondiale. La vérité, la situation de l'économie mondiale lors des 2 années récentes et dans la période étroite passée témoigne une certaine turbulence et un certain ralentissement bien remarquable. Parmi les phénomènes de ce ralentissement, les réductions des prix du pétrole impréalables, il se baisse plus de 50 ou 60%, ce qui influence sur les divers secteurs relatifs du pétrole, soit dans les pays producteurs ou dans les pays distributeurs et importateurs également. Et à côté de la réduction des prix du pétrole, il y avait également un ralentissement économique impréalable. Parmi les facteurs les plus importants pour cet ralentissement économique, le ralentissement économique chinois est le locomotive de la croissance et du progrès économique mondial. Chinois commence à se diriger, à se baisser dans les taux de croissance économique du 9%, 8%, 10%. Jusqu'à un niveau 6% et moins encore, et ce locomotive rassemble autour d'elle et distribue son production complémentaire à un certain nombre de pays asiatiques, et toute cette locomotive productive asiatique qui retrait l'économie mondiale à la croissance équilibrée. Parce qu'il y avait un certain rétrécissement ou un certain ralentissement économique grand dans les pays occidentaux et latins, et qui sont en voie de développement également, mais la locomotive asiatique qui entraîne l'économie mondiale et également l'attraction des investissements mondiaux. Elle est le premier but attractif, attirant également pour la majorité des investissements mondiaux. Et ce qui est contre ça, des investissements qui sont à l'encontre de la Chine vers des pays régionaux, un certain nombre de pays régionaux, soit africains ou asiatiques, et à travers le chemin terrestre et maritime planifié par la Chine. Et avec tout cela, il y avait encore un certain ralentissement dans les relations économiques multiples. Parce qu'après le ralentissement du pays du Doha pour le développement dans l'Organisation du développement international, les pays industriels ayant en premier lieu les États-Unis ont conclu des accords économiques régionaux et à travers les continents, on commence par le traité ou l'accord du TPP Pacifique entre
les pays occidentaux des États-Unis et de l'Amérique latine et un certain nombre de pays asiatiques comme la Malaisie, l'Australie et New Zealand et Vietnam également, entre-temps. Donc, depuis plus d'un an, les États-Unis également ont débuté une autre initiative atlantique avec l'Union européenne qui a pour but, malgré la réduction des prix ou des taxes en minimum, mais la situation de l'accord commence à entrer dans de nouveaux domaines hors des douanes et hors des taxes douanières, comme par exemple le développement des investissements, le développement des exportations de services et également la mutualité de la propriété intellectuelle, incluant les garanties des investissements et la fortification des compagnies et des entreprises. Il y avait une fois la Chine, comme vous avez cité, la Chine travaille à développer la croissance économique internationale à travers l'augmentation du mouvement commercial. Est-ce qu'on peut dire que la Chine a restructuré l'économie mondiale? Elle veut être sur la table de la concurrence et passe la collaboration avec les G7. Un peu, la Chine avait une capacité concurrentielle très grande en tant que le nombre de la population et la main-d'œuvre et la performance de la technologie qui est très progressée là-bas. Si on prenait par exemple iPhone, par exemple, c'est un service sans citer les noms. 40% allait pour les États-Unis comme un droit de propriété intellectuelle. Et cela se subdivise à 10 ou 12 pays, dont le dernier, c'est la Chine, qui est en train avec cette production avec 10 ou 15% seulement. Donc, elle est le dernier exportateur pour ce producteur à tous les marchés internationaux. Avec tous les marques et les trades internationaux, sans citer des noms, quelques marques internationaux ou quelques brands. Malgré tout ça, avec le ralentissement économique chinois, parce que la concurrence chinoise commence à avoir des craintes européennes et occidentaux, comme par exemple l'industrie de l'acier. Les États-Unis actuellement et l'Europe établissent des questions et de grands appels parce que la production chinoise empare les marchés internationaux. La Chine, dans les mois passés, la Chine commence à établir la banque d'investissement asiatique et également une autre banque qui est spéciale pour le développement. Ils ont dit que ces deux banques comme des moyens ou des outils pour la concurrence de la Banque internationale et pour le Fonds monétaire international. La Banque internationale, la Chine l'avait acheté avec 100 milliards de dollars. Il y avait l'Égypte également qui sont participés dans l'établissement de cette banque. Il y avait des pays du Golfe également et des pays européens ont participé également, sans les États-Unis qui a une certaine réserve parce que c'est le pasteur pour le banque et le Fonds international. Cette banque également se considère comme une concurrente pour la Banque internationale, mais entre-temps, la banque, il y avait un privilège très important pour tous les pays partenaires parce qu'elle rassemble et afflue de grands fonds monétaires très gigantesques et la Chine
également les ressources monétaires et les réserves monétaires augmentent à 3 trillions ou 4 trillions. C'est une grande part parmi les banques et les caisses américaines. La Chine, c'est le concurrent le plus gigantesque et le plus atroce pour les États-Unis. Laissez-nous parler en ce qui concerne la croissance du développement économique. La plupart dans les G8 se sont mis d'accord qu'on doit soutenir et appuyer l'activité de développement et la croissance du développement commercial. L'Italie, par exemple, appelle à l'augmentation pour les dépenses générales, dont la Bretagne et l'Allemagne appellent à restructurer pour une autre fois. Oui, bien sûr, exactement, c'est juste. La situation n'atteint pas ou ne polarise pas à des solutions dont la plupart se sont mis d'accord pour le relancement de la croissance, du développement et de l'économie mondiale, mais tous ces traitements ont pour but, pour le premier degré, les craintes contre un rétrécissement mondial très grand et atroce, plus qu'il se passe. En 2008 également, le chef de la Banque fédérale américaine avait fait allusion, c'est un homme d'économie bien respectable dans le monde entier. Il avait fait allusion qu'on peut avoir une crise économique plus que l'année 2008 et la Banque internationale également et le fonds donnent des indices que l'économie mondiale se dirige au rétrécissement après le ralentissement économique qui s'est fait à Chine. Il y avait un ralentissement également chinois au Japon et le niveau des âges au Japon s'augmente maintenant. Chez le Japon, de problème, la rareté de la main-d'œuvre et les jeunes qui sont capables au travail, c'est un problème affronté à la Chine. Elle commence à distribuer ses productions moitié formées ou industrielles aux pays prochains, comme Bangladesh par exemple, comme le Vietnam, comme l'Indonésie, comme Sri Lanka, comme Thaïlande, Cambodge. Tous ces petits pays devenaient des ateliers de travail pour le Japon pour se profiter de la main-d'œuvre jeune, intensive, qui se trouve dans ces pays. C'est le problème de la main-d'œuvre. Le deuxième problème, c'est l'âge de la population au Japon, vu aux grandes consommations par les jeunes dans les âges jeunes. C'est pourquoi le deuxième facteur au Japon, le Japon essaie de l'affronter maintenant à travers l'augmentation des dépenses et l'appel au tourisme étranger. Elle veut attirer des touristes de l'étranger pour ne pas visiter le Japon, mais pour dépenser dans les marchés japonais. Et le même problème dans la Chine avec le ralentissement des productions chinoises commence à édifier beaucoup de programmes afin de propagander et de commercialiser les productions au niveau national à travers la réduction des prix, à travers des expositions de versement à long terme. Et elle essaye que le peuple chinois lui-même commence à acheter un pourcentage bien haut ou bien élevé des exportations chinoises. Les voitures, par exemple, les Chinois, elles produisent par exemple, moi 6 millions de voitures. En ce qui concerne la question des âges, l'Europe souffrait également de l'élévation des pourcentages des âges de la population et les catégories d'âge. Donc, à quelle mesure le problème ou la question des réfugiés en Asie, en Afrique est soutenant également pour l'économie africaine et à quelle mesure l'Europe maintenant
Il y avait une crise qui est très grande au niveau économique et psychologique et social en ce qui concerne la question des émigrés. Est-ce que les États-Unis vont se séparer de l'Europe et elle va recevoir elle-même les répercussions de la politique américaine, politique et militaire et sociale? Après l'apparition de la question des réfugiés, il y avait une apparition d'un phénomène terroriste. L'Europe joue un rôle humain très grand pour la question, vers la question des réfugiés et j'estime beaucoup le rôle de conseillère Angela Merkel parce qu'elle mérite le prix du Nobel pour l'inauguration de porte de l'Allemagne devant des milliers d'émigrés et des réfugiés, malgré les protestations et les points de divergence. Mais les groupes industriels et les G7 accueillent favorablement de la présence des réfugiés parce que l'Allemagne, elle est le locomotive du développement européen et comme la Chine est le locomotive du développement asiatique. Et l'Allemagne était la première économie exportateur dans le monde avant la Chine et avant les États-Unis. Mais maintenant, la Chine avance en avant plus que l'Allemagne. J'avais écrit une question prochainement pour les jeunes qui protestent. L'Allemagne était détruite et démolie 80% et 90% étaient détruits complètement. Elle s'établit avec la volonté des jeunes et avec la volonté de la population. Elle avait établi cette base, cette grande base industrielle et elle commence à accueillir des réfugiés de différents pays du monde. Et les autres côtés humains, comme vous avez dit, économiquement et social également, ce sont des côtés très touchables et également s'adresse aux gens qui perdaient leur âme. Il y avait des nouvelles sur les côtes italiennes, sur les côtes également grecques, que l'Égypte n'est pas une source et n'est pas exportateur. L'Égypte, grâce à Dieu, n'est pas exportateur pour ses immigrations illégitimes, irresponsables. Et l'Égypte essaye à lutter ce qui est su par la commercialisation et le commerce des êtres humains. Laissez-moi retourner à cette question pour une autre fois. À quelle mesure l'Allemagne se profite et les sociétés économiques allemandes se profitent des mesures exécutées par l'Asie et par l'Afrique? L'Allemagne, comme je vous avais dit, avait des arrangements impréalables et également des arrangements prudents pour affronter cette grande immigration. Elle essaye de l'insurger dans la société, à les enseigner également des langues étrangères comme la langue allemande. Et elle essaye de les guider avec beaucoup de compétences et beaucoup d'activités pour les diriger au cycle de l'industrie allemande, avancer pour que la majorité ou la plupart des jeunes qui souffraient du chômage dans leur pays ou un certain ralentissement et terrorisme et démolution et destruction, etc., trouvent des occasions de travail et des occasions pour vivre comme il faut. Et l'exemple le plus idéal pour des autres pays européens, essayaient tant qu'elles recevaient des réfugiés, elles les émettaient à d'autres pays. Il y avait des grilles entre les pays et les autres. Il n'y avait pas une politique européenne unifiée. Ce sont parmi les manques envers l'immigration et envers le traitement des émigrés à travers des façons et des moyens pour persévérer et pour garder leur humanité. Comme vous avez dit, il y avait un accord entre les G7
en ce qui concerne les moyens ou les façons de faire pousser la croissance du développement mondial. Est-ce que dans ce cadre, on peut dire qu'il y avait une lutte stratégique, économique, militaire entre la France et les États-Unis? On ne peut pas dire qu'il y avait une lutte entre les pays occidentaux, mais nous avons une concurrence ou un progrès ou un avancement, c'est ça, parmi une stratégie conjointe et commune, parce que la plupart dans l'organisation du NATO, qui est l'unité militaire occidentale, on pense à établir une unité militaire européenne après avoir formé une unité économique et financière et un marché commun et un marché de travail conjoint et commun. Est-ce que également dans ce cadre, la France essaye à exploiter l'Europe au niveau politique et au niveau économique par l'Union européenne? Ce qui veut l'indépendance actuellement de l'Europe et il essaye à se rapprocher aux États-Unis. C'est la Grande-Bretagne, ce n'est pas la France. Non, ce n'est pas la France. Elle ne veut pas être indépendante de l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que les politiques françaises essayent à être indépendantes et à se séparer de l'Union européenne et que l'Europe est unifiée économiquement et politiquement? Non, pas avec le même degré comme à l'époque du général de Gaulle, quand il essaye à faire une certaine indépendance française et européenne des États-Unis et de l'Angleterre, parce que ça a été dans les années 60. Et il y avait des paroles également françaises par des écrivains comme Jean-Jacques Sleiber qui avait rédigé en ce qui concerne le défi américain. Le défi américain pour l'Europe n'était pas militaire ni politique, mais ça à travers les institutions multinationales, à travers les continents américains et le prolongement dans l'Europe et la diffusion de la politique du marché ouvert et le marché également, c'est une politique dont un certain nombre de pays européens ont des points de persévérance sur ces points. Il n'y avait pas de mal comme dans les États-Unis. Non, ça dépend envers les commerçants, un petit commerçant dans son rue, dans son quartier, et ils gardent leur place et avec les chaînes et ils n'affluent pas et ils n'ont pas avec les grandes ou les grandes occasions parce que la famille là-bas est bien également reliée économiquement et politiquement parce que l'industrie là-bas se base sur le système familial, le père et la mère et les fils avec 10 ouvriers. Mais l'Italie essaye à diffuser les petites industries et les moyens industrie, 90% et plus. Finalement, la dernière question, avant de mettre fin à notre débat, comment les G7 ont regardé aux pays qui sont en voie de développement dans cette conférence notamment? L'appel était à travers une institution ni à travers une association parce que les G7 industriels, c'est un groupe qui a été commencé en France, une initiative par le président Kyrgyzstan et après la crise de l'énergie, après la guerre d'octobre, la première réunion en 1975. Aujourd'hui, c'est 42 ans depuis 1975. Ce qui est dit et soigne
Et c'est des compléments pour les pays qui sont en voie de développement. C'est le Japon, parce que le Japon, c'est l'organisateur qui fait des appels. Elle appelle 4 pays asiatiques qui dépendent sur eux dans les relations industrielles dans l'Indonésie et Vietnam et Bangladesh et Sri Lanka. Et ce que le Japon fait actuellement, c'est un système mondial commercial très important et c'est la diffusion et comment peut-on faire une valeur mélangée pour nos productions comme l'exemple que je vous avais donné du Japon. On n'a pas du temps. Laissez-moi vous remercier infiniment. Merci beaucoup pour vous, notre cher expert, c'est un grand honneur pour nous. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, je dois vous laisser actuellement avec un reportage qui va jeter la lumière sur la dernière visite ou les dernières visites effectuées par le Cheikh Al-Azhar, Dr Ahmad Taïb, au sein de l'Europe, afin de rapprocher entre l'Orient et l'Occident, entre les chrétiens et l'islam. La principale institution de l'islam sunnite basée au Caire effectue sa première visite officielle en France 6 mois seulement après l'attentat du Bataclan. Un drame qu'il a condamné avec force dès mardi 24 mai au cours de sa première intervention dans la capitale, affirmant que ses auteurs s'opposent à la nature humaine, aux enseignements des religions, aux coutumes et aux lois. Cette visite d'un des principaux responsables de l'islam sunnite s'est ouverte par une conférence interreligieuse à l'hôtel de ville de Paris, la deuxième organisée par la communauté de Sant'Egidio sur le thème Orient et Occident, civilisation, dialogue, après celle de Florence en juin 2015. Peu après, le grand imam s'est d'ailleurs rendu devant le Bataclan pour y déposer une gerbe en hommage aux victimes. Dans son long discours inaugural, le grand imam d'Al-Azhar a plaidé pour un universalisme respectueux des différences culturelles, religieuses, linguistiques, notion qui fut lancée, a-t-il affirmé, par l'échec de l'Azhar au cours du siècle dernier après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le grand imam de l'Azhar a ajouté que la mondialisation actuelle plaçait l'humanité sur le chemin du conflit mondial par la destruction qu'elle opérait des identités des peuples et de leurs propres caractéristiques que Dieu leur avait octroyées. Au passage, le grand imam a aussi critiqué les médias européens qui déforment l'image de l'islam et dénoncé les caricatures diffamatoires du prophète de l'islam qui ne tiennent pas compte du respect des croyances. Plaidant plutôt pour une influence réciproque, le grand imam d'Al-Azhar a reconnu la nécessité d'appliquer ces règles d'or qui gèrent la relation entre les musulmans et les non-musulmans vivant dans la même patrie. Ces règles limpides connues par tous les élèves. Les non-musulmans ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les musulmans, a-t-il assuré. C'est aussi un appel à l'intégration positive des musulmans vivant en Europe qu'il a lancé depuis les salons de l'hôtel de ville de Paris. Les obstacles, les barrières ou la marginalisation sont l'une des causes de l'adhésion d'un grand nombre de jeunes musulmans en Europe aux groupes extrémistes ou terroristes, a-t-il dit, tout en reconnaissant la difficulté des musulmans à dialoguer entre eux ainsi que les appels lancés par certains au nom de la religion pour se séparer physiquement de la société européenne. Deuxième thème clé de cette intervention, cette intégration positive des musulmans en Europe ne se joue pas seulement sur le plan social ou culturel, mais aussi religieux, jurisprudentiel. Sans ambiguïté, elle a donc appelé les citoyens musulmans en Europe à bien comprendre qu'ils sont des citoyens à part entière et rappeler que la pleine citoyenneté ne s'oppose pas à l'intégration qui préserve l'identité religieuse. Les lois européennes qui s'opposent à la charia islamique ne devraient pas être un facteur menant à l'isolement négatif et au repli sur soi, a-t-il encore souligné, conscient des conflits désormais récurrents en Europe entre loi islamique et loi civile chez certains musulmans. Si certaines lois imposent aux musulmans de faire quelque chose qui s'oppose vraiment à leur religion, ils doivent recourir aux voies juridiques qui permettent de faire valoir son droit et qui permettent l'amendement des lois. Enfin, c'est aux prédicateurs et aux imams de l'Europe qui s'est adressé en conclusion. Il est grand temps de renouveler notre discours en traitant des questions comme l'intégration et la coexistence positive au lieu de celles qui portent sur les minorités. Ce déplacement du grand imam d'Al-Azhar en France fait suite à une autre première, sa rencontre lundi 23 mai à Rome avec le pape François.
Donc, est-ce que nous sommes dans une nouvelle phase entre l'Orient et l'Occident? Est-ce que nous sommes dans une nouvelle phase entre le Vatican, l'Azhar et en grande ligne entre les chrétiens et les musulmans? Donc, ce sont des questions à proposer à notre cher invité de marque. Vous êtes toujours le bienvenu sur NALTV International. Docteur Hassan Al-Fattah, notre analyste politique, notre expert dans les discours politiques. Vous êtes toujours le bienvenu encore une fois. Et ma première question porte sur votre lecture en ce qui concerne cette dernière visite effectuée par le grand imam. Les résultats, bien sûr, au Vatican, après cela, au Paris. Oui, vous l'avez mentionné, en fait, c'est une visite historique, oui, parce que c'est qu'on n'a jamais vu une visite pareille, similaire auparavant. C'est la première fois que cette rencontre, en fait, survienne, cette rencontre entre le cheikh de l'Azhar, certainement c'est le représentant de l'institution de l'Azhar, avec le pape François II. Et ça, c'est vraiment, cette visite, c'est important. Pourquoi? Parce que tout le monde, en fait, attendait cette visite depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on avait besoin de montrer vraiment la véritable image de l'Azhar, la véritable image de l'islam. Et comme donc Cheikh al-Azhar lui-même, il est allé montrer vraiment la véritable islam, et pour montrer aussi que l'islam est complètement différente de cette image qui circule dans l'esprit européen, à la suite certainement des attentats terroristes qui surviennent de manière presque régulière, soit en France ou dans les autres pays. Alors, il y a certainement, tout le monde confondait le véritable islam avec ce qui se passe, vous voyez. Donc, c'est pour cela, on voit une islamophobie qui se répand de plus en plus, qui se propage en Europe et aussi aux États-Unis. Regardez. Donc nous pouvons dire, par exemple, que les deux grandes personnalités, l'imam de l'Azhar et le pape François, le pape du Vatican, essaient toujours actuellement de prendre le devant de la scène religieuse du monde entier et de ne pas laisser cette scène aux terroristes, aux extrémistes. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que je dirais que cette rencontre est nécessaire en ce sens que on a besoin vraiment, c'est que le cheikh al-Azhar, en tant que représentant de cette institution, c'est-à-dire l'institution religieuse de l'Azhar, il doit quand même montrer que l'islam, c'est-à-dire la véritable image de l'islam. Montrer parce que vous savez que tout le monde certainement a dans la tête une certaine image de l'islam inspirée de ce qu'on voit certainement du côté de Daesh ou les factions terroristes, fondamentalistes, intégristes. Et donc il y a une certaine image qui s'est tissée dans l'esprit des Européens en Occident sur l'islam. L'islam est violent, le discours islamique est un discours violent qui exhorte à la violence, n'est-ce pas? Et le djihad maintenant se confond avec la violence. Donc il y a une certaine image. Oui, en ce qui concerne le djihad, les violences et ainsi de suite, à quel point vous trouvez que la question palestinienne représente la pierre angulaire dans le rapprochement entre l'Occident et l'Orient, entre l'islam et entre les musulmans et les chrétiens, entre les Arabes et les Européens? À quel point vous trouvez que la résolution de cette question palestinienne va résoudre beaucoup de problèmes, va apaiser tout le monde, les esprits de tout le monde? Je ne pense pas que c'est vraiment le problème palestinien c'est-à-dire que le problème palestinien quand même est un problème qui remonte combien? C'était combien au début du XXe siècle. Mais c'est-à-dire que je suis loin vraiment de confondre cette image, le procès, ou enfin la question palestinienne, avec certainement la violence des terroristes. Il est vrai que parfois les fondamentalistes avancent un argument. Regardez la Palestine, nous avons une faction certainement fondamentaliste, enfin il relève des frères musulmans, qui s'appelle Hamas, oui je le sais, mais c'est-à-dire que pour l'image de l'islam en tant qu'image qui véhicule un certain nombre de concepts de violence, d'intégrisme, c'est ça l'image qui domine dans l'esprit occidental. Alors, le vrai islam est absent. Je pense que le cheikh al-Azhar est allé pour montrer vraiment
le vrai visage de l'islam qui est complètement différent. L'islam, c'est une religion qui appelle à la tolérance, qui appelle, n'est-ce pas, à la fraternité, à la cohabitation pacifique entre les religions, toutes les religions, si elle, et que c'est une religion qui, justement, reconnaît les autres religions célestes, le judaïsme, le christianisme. Il est allé, c'est-à-dire c'était une mission qu'il a accomplie pour montrer cette image et pour effacer, justement, de cet esprit européen, cette image qui s'inspire vraiment du fondamentalisme. Il a même, le grand imam de l'Azhar a insisté sur le fait que les attitudes, le comportement des musulmans qui vivent là-bas, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, dans le monde occidental en tout cas, ce sont les ambassadeurs, ce sont les messagers de l'islam. C'est-à-dire le comportement et leur attitude qui vont révéler la vraie image de l'islam. Oui, vous voulez dire que les musulmans qui vivent à l'étranger. Oui, il a insisté que ce n'est pas seulement le discours religieux et qui va changer l'image de l'islam aux yeux des Occidentaux, mais avec plus de précision, c'est les attitudes, c'est le comportement des musulmans qui vivent là-bas. Oui, mais c'est le problème, c'est que... de cette société occidentale, et en même temps, il a essayé de dire que ce n'est pas une bonne chose de la part de certains prédicateurs de montrer que les musulmans sont là-bas pour changer la société occidentale tout entière, pour faire des destructions, pour faire des actes de violence. Oui, mais quand vous parlez des musulmans qui vivent à l'étranger, par exemple, ça c'est parmi ces musulmans, il y a aussi des fondamentalistes, et ce sont eux, lorsqu'ils, par exemple, ils commettent des attentats. Certainement, qu'est-ce que vous attendez de l'Occident? Ils vont avoir une certaine idée de l'islam, c'est le visage violent de l'islam quand ils voient des musulmans, par exemple, intégristes et fondamentalistes qui se transforment en terroristes. Regardez les attentats survenus à Paris, à titre d'exemple, ou en Belgique. Là, vraiment, on a quand même une certaine idée. Ce sont des musulmans. Mais il y a d'autres musulmans, je sais, pacifistes. Ça, on le comprend. Mais on avait besoin quand même d'une visite officielle effectuée par le représentant, c'est-à-dire que le Cheikh Al-Azhar, en tant qu'un connaisseur, un bon connaisseur de l'islam, on avait besoin vraiment de cette rencontre, et c'est pour ça que je le qualifie d'historique. Mais la question maintenant qui se pose, est-ce que ce genre de rencontre peut contribuer justement à changer, à embellir, à montrer le véritable visage de l'islam? Là, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que la véritable image de l'islam ne se constitue qu'à travers les comportements des musulmans qui vivent à l'étranger. Je suis d'accord avec vous, complètement. C'est-à-dire, si par exemple les musulmans qui vivent à l'étranger, il y a des intégristes qui recourent à la violence, là, vraiment, leur comportement va contribuer à quoi? À déformer ou à montrer un autre visage de l'islam. Il y a beaucoup de visages de chaque religion. Et je fais une différence entre le phénomène et l'anomène. Le phénomène, c'est quoi? L'islam, tel qu'il se cristallise, tel qu'il se traduit à travers le comportement des musulmans. Oui, c'est ça ce qui compte, à mon avis, avant le discours. Vous avez raison de mentionner ça. C'est toujours le comportement des musulmans, non seulement à l'étranger, mais aussi non pas le discours. Des pays arabes et au sein des pays à majorité musulmane. Absolument. Envers les autres partisans de d'autres religions, bien sûr. Oui, mais c'est-à-dire que le fait qu'un discours, par exemple, soit prononcé par un représentant et dit voilà l'islam, mais écoutez, moi j'ai besoin vraiment de voir un comportement. Je n'ai pas besoin d'écouter un discours. Ouais. Ce que je vois vraiment, c'est le comportement. Mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui vivent à l'étranger, on le sait très bien, qui se comportent comme les Européens et qui font preuve de tolérance, qui font preuve aussi de fraternité, de paix, tout ça, on le voit. Mais le problème, c'est que quoi? C'est qu'il y a des intégristes, des fondamentalistes, non seulement en islam, mais il y a aussi dans toutes les religions. Le judaïsme et le christianisme. L'extrême droite. Par exemple. En Europe. Absolument. Oui, ça existe. Mais vous savez que le problème, c'est que peut-être ce qui se passe, parfois les attentats ou bien les conflits sectaires ou confessionnels qui éclatent d'un moment à l'autre, ici comme en Égypte par exemple. Regardez ce qui s'est passé, à titre d'exemple, avant-hier, c'est-à-dire à Ménié par exemple. Là vraiment, on était en face de quoi? D'une barbarie.
une sorte de barbarie qui fait scandale. C'est-à-dire, et puis après, la manière dont on veut résoudre ce genre de problème, c'est vraiment, ça me fait penser en fait à un climat tribal. Tribal, pourquoi? Parce qu'il y a des tribus, il faut faire des réconciliations. Il y a ici deux points essentiels. Par exemple, de telles choses peuvent être survenir dans n'importe quel lieu dans le monde. Par exemple, en France, il y avait des mosquées qui ont été brûlées, qui ont été saccagées, et même si vous parlez des événements d'hier ou d'avant-hier, les musulmans qui sont des voisins de d'autres chrétiens essaient toujours de sauver leurs voisins. C'est-à-dire, il y a un bon comportement, mais malheureusement, on essaye qu'à jeter le mur sur les points passifs. Oui, mais vous avez raison, c'est vraiment certainement, il y a des musulmans qui interviennent justement pour protéger les chrétiens, et je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que comment peut-on mettre fin à cette violence? C'était commise par des gens pareils, comme par exemple le fait de déshabiller une femme. Ça, c'est parce que il y a une rumeur, je ne sais pas si c'est une rumeur ou c'est vrai, c'est fait vérité. Il y a ici encore trois points. Est-ce que la société peut être manipulée par des rumeurs? Est-ce que c'est une rumeur? Les institutions... Mais permettez-moi de vous proposer aussi cette question. Est-ce que les institutions ou les jeunes ne sont pas contrôlés actuellement par les institutions religieuses? Troisièmement, est-ce que nous devons faire une sorte de rapprochement entre deux côtés, ou plutôt c'est la souveraineté de la loi? Non, deux choses. L'application de la loi, il faut appliquer. C'est-à-dire qu'il faut se méfier complètement de ce qu'on appelle les conseils de réconciliation, c'est-à-dire, c'est qu'on est toujours frères. Non, il faut appliquer. C'est un État qui doit appliquer la loi, rigoureusement la loi. Encore une fois, de faire de n'importe quelle bagarre à prendre d'autres dimensions religieuses au conflit. Non, une fois que vous appliquez rigoureusement la loi, vous pouvez mettre fin à ça. Et s'il y a autre chose qui compte, c'est l'éducation des gens. Oui. Vous savez, parce qu'il y a quand même une chose qu'on ne doit jamais oublier. Est-ce que ce qui s'est passé, par exemple, ce qui s'est passé quand même doit nous faire réfléchir sur une chose. Qui a manigancé tout ça? Derrière cet incident. Oui, c'est-à-dire il y a des fondamentalistes qui ont un grand intérêt. À quoi? À braquer des obscurantistes contre les chrétiens quand même. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que ça s'est passé comme ça pour une simple histoire? Comme c'est incroyable, hein, le fait qu'il y a une relation entre, je sais pas, une femme ou un homme ou chrétien ou n'importe. Mais c'est pas ça la raison. Mais il y a quand même, il y en a ceux qui ont poussé ces gens à mettre le feu à 3 abris, 3 commerces et 3 maisons. Mais ça c'est important. Ouais. Et puis, moi, il faut quand même arrêter vraiment il faut mettre fin à cette coutume qu'on dit réconciliation. Parce que réconciliation, ça nous fait penser vraiment au climat tribal. Vous comprenez? Il faut bien sûr avoir une sorte de réconciliation, mais en même temps, appliquer la loi. C'est un fait accompli. Mais encore une fois, à quel point vous trouvez que les jeunes sont manipulés vraiment par des rumeurs, sont manipulés par d'autres institutions et qui ne sont pas classiques du point de vue religieux, c'est-à-dire les jeunes, ici en Égypte, ne sont pas contrôlés ou n'écoutent pas leurs institutions traditionnelles, religieusement parlant. Tant que l'éducation n'est pas réformée, certainement ils seront toujours manipulés. Parce que même à l'intérieur des écoles, ça c'est l'intégrisme est clair, ça crève les yeux. Est-ce que cet événement, est-ce que c'est une coïncidence avec la visite et les résultats remarquables et le succès remarquable
réalisé par le grand imam. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Oui, peut-être coïncidence, mais quelle peut bien être la relation entre cette visite et cette histoire? Parce que je suis certain qu'en Haute-Égypte, il y a beaucoup d'événements sectaires, pareils, qui surviennent d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que les journaux nous disent. Parfois, on dit, regardez dans les écoles, vous avez quand même lu dans la presse, hein, il y a quelque temps, on a lu aussi, je ne sais pas, que c'est un maître d'école, un enseignant par exemple, ou bien une dame qui a obligé une fille à porter le voile. Il y a quand même cet esprit quand même qu'on fait intégriste dans les écoles. Alors, tant qu'on ne met pas fin à ça, donc qu'est-ce que vous attendez? Ça va continuer. Ça va continuer. Donc il faut appliquer les lois. Il faut, même à l'intérieur des écoles, réformer l'éducation. Oui, il faut être quand même rigoureux en appliquant la loi. Docteur Hassan Fattah, malheureusement, je n'ai plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et merci, chers téléspectateurs. C'était tout pour cette édition. Bon suivi au programme sur Nile TV International. Au revoir. We'll be right back.